Yvan Le Bolloc, alors on va vous retrouver sur scène dans Ah le Grand Homme au Théâtre de l'Atelier à Paris. C'est l'histoire de comédiens qui sont prêts à tout pour jouer. Ils vont répondre à l'appel d'un metteur en scène un peu douteux. L'idée, c'est de rendre hommage à Jean Vilar, un grand homme de théâtre. Et évidemment, rien ne va se passer comme prévu à cause notamment des fantômes du théâtre. Oui, le théâtre dans lequel ces comédiens se réunissent, qui est un théâtre vide, évidemment, puisqu'il doit accueillir le montage de cet hommage. C'est un théâtre un peu particulier, où il se passe des choses, on ne comprend pas très bien, il y a des voix. En fait, il est habité, ce théâtre. On va découvrir, évidemment, au fil du temps que... Eh bien que les grands esprits n'ont jamais quitté ce théâtre, que ce soit Jean Vilar, les voix de Maria Cazares, Gérard Philippe, et ces grands du théâtre, ces monuments du théâtre, dont Jean Vilar, qui a effectivement beaucoup fait pour le théâtre en créant... Qui a créé le Festival d'Avignon, entre autres. Et puis le TNP, le Théâtre National Populaire. Eh bien, ces esprits-là vont être un peu chagrinés devant tant de ringardise et de prétention et vont troubler le travail des comédiens qui sont là pour rendre hommage au théâtre, évidemment. Pour pas que ça se fasse, cette Voilà. pièce-là, cette pièce de ringard. Alors, pourquoi des ringards ? Parce que pour les attirer, finalement, on a pris des comédiens qui sont pas chers. Hein. En fait, le metteur en scène n'est pas non plus au sommet de sa forme, ni en haut de l'affiche, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il a quand même dans son carnet d'adresses, il a le nom de cette vedette, Benoît Tistran, que j'incarne, et qui est quelqu'un, qui est un acteur qui a fait beaucoup de succès au théâtre, à la télévision, au cinéma. Et donc, il décide d'appeler son vieux compère, qui est maintenant donc une vedette, pour être le chef de file de cette troupe de comédiens, pour relever donc le défi. Mais il ne lui en a pas dit plus. Il lui a dit, voilà, rendez-vous au théâtre à 11h samedi. Et donc, moi, j'arrive et je vais donc, bien entendu, rencontrer mes autres camarades qui ne sont pas tous des premiers rôles, qui, loin eux, de là. sont tous des comédiens au rabais, en fait. Voilà, qui sont des comédiens comme il y en a tant, c'est-à-dire des gens qui ne travaillent pas tout le temps, qui vivent aussi de doublage, d'animation dans les supermarchés, et aussi beaucoup des ascédiques. Voilà. Et donc, comme dans toute profession, on se retrouve avec vraiment une grille sociologique très, très, très variée. Voilà, il n'y a pas que des Formule 1 chez les comédiens. Troupe. Bon. Et donc, les grands comédiens, les grands hommes de théâtre vont se manifester sous la forme de fantômes. Vous y croyez, vous, à ça ? Souvent, les artistes de variété disent, par exemple, qu'à l'Olympia, il y a le fantôme d'Édith Piaf, il y a le fantôme de Jacques Brel, et qu'on les sent, qu'on les entend, que de temps en temps, s'ils ne sont pas contents de quelque chose, ils se manifestent. Alors, est-ce que je crois aux fantômes ? Je ne sais pas. Vous en Bretagne, on est très... grande légende. Oui, il y a autant de calvaires que de stations essence. En tout cas, là dans cette pièce, dans Ah le Grand Homme, il faut bien se rendre à une évidence, c'est que voilà, l'amateurisme, la bonne volonté ne font pas tout. Il y a des choses auxquelles on ne peut pas toucher. Enfin, c'est surtout l'ego dont certains peuvent, comment dirais-je, faire étalage, qui va gêner les grands esprits. Et puis, il y a cette servante. Alors, la servante, c'est un truc au théâtre. J'ai découvert ça, moi. C'est une lampe qui est tout le temps allumée sur scène le soir quand la représentation est terminée. Il y a l'esprit qui demeure sous la forme de cette petite loupiote qui reste allumée toute la nuit. Ça existe partout dans tous les théâtres, la servante. Ça a existé. En tout cas, nous, dans Ah le Grand Homme, elle existe et elle a un rôle important. Elle est là et elle est allumée. Alors, Yvan Le Bolloc, avant de devenir l'homme qu'on connaît, vous avez fait plein de petits boulots. Vous avez été pilote de motocross, animateur de soirées promotionnelles, vendeur de brosses à reluire à la foire de Paris. Ça, faut être un super bon camelot, non, pour ça. Il y a beaucoup de gens qui ont fait de la télé qui ont commencé comme ça. Hein. Comment ouais. Oui. Vous étiez un bon vendeur dans ce contexte-là. Est-ce que vous saviez alpaguer le client ? La foire de Paris, j'étais en face d'un modèle ukrainien, genre Adriana Karambeu, qui fendait des bûches avec une hache
révolutionnaire. Il y a toujours des personnages incroyables dans ces métiers. Et oui. moi, je vendais effectivement des brosses à reluire qui étaient bourrées de silicone, ce qui fait que quand tu frottais sur le cuir, on a l'impression que le cuir était neuf. 10 minutes après, évidemment, le silicone avait disparu. Et tu retrouvais ta vieille paire de pompes en rentrant chez toi. Donc forcément, c'était assez pitoyable. C'était un vendeur de cravates. Vous étiez mal à l'aise avec l'arnaque ? Non, j'étais pas mal à l'aise avec l'arnaque parce que finalement ça devait se vendre 5 francs ou 2 francs 50. C'était pas une grosse escroquerie. C'était pas Madoff de la pompe. Non, et puis si vous aviez un rendez-vous important, c'est ce que je disais dans mon argumentaire, si vous aviez un rendez-vous important et que vous aviez votre brosse magique dans la poche, pendant 10 minutes, ça faisait la farce. Alors, Yvan Le Bolloc, vous avez aussi été caddie au golf de Garches. Caddie, c'est celui qui tire le chariot pour le golfeur. C'est là que vous avez découvert un peu ce que ça signifiait, lutte des classes. Oui, ouais. Oui. À l'époque, les caddies, on recrutait. Donc il y avait des jeunes, comme très peu finalement en fait. Bon, à l'époque, je devais avoir une vingtaine. Il y avait aussi des personnes âgées qui étaient là. Qui était là en tant que caddie, pas en tant que golfeur. Hein, oui, donc c'était un peu dur de voir ça. Oui, et puis c'était des gens de petites conditions, des gens de peu, comme on dit. Et on était... alors, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais vraiment, on était dans une espèce de garage en préfabriqué, avec un poêle qui nous enfumait plus qu'il ne nous chauffait. Et de temps en temps, donc on attendait le client, comme on dit. On attendait que le bourge, le chef d'entreprise, le toubib, l'architecte viennent faire sa petite promenade au golf. Voilà, viennent nous choisir parmi les gens qui composaient les caddies à cette époque-là. Donc nous, on trimballait donc le caddie, on regardait Bon, parfois, c'était pas tous des ballesteros. Je veux dire, on avait plus d'une fois été chercher des balles dans le rough, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire tout sauf sur le green. C'est parti sur le parking, c'est parti dans la forêt, toi tu vas chercher la balle, tu tombes sur un con, il va te dire ah non mais il faut me retrouver ma balle, j'ai même vu. Donc une dame allait dans les temps chercher la balle d'un joueur. La balle d'un joueur maladroit. Donc effectivement, c'est là que j'ai compris ce que c'était que la lutte des classes, surtout qu'après il fallait se faire payer. Et donc c'était pas automatique, on nous donnait pas tout de suite les thunes après le 18 trous. 18 trous, tu partais quand même pendant 2 plombes dans le froid à tirer le caddie et à écouter les conversations qui n'étaient pas toujours très intéressantes. Les problèmes de Jaguar. Et après, il fallait encore se faire payer. Et de réservation. Yvan Le Bolloc, après tous ces petits boulots que vous avez fait, vous êtes entré dans le monde du showbiz par effraction, dites-vous. En fait, vous avez fait plein de trucs, genre intégrer un voyage de presse auquel vous n'étiez pas invité. Oui, par opportunisme. Il paraît que vous avez sympathisé même avec Jean-Luc Delarue à l'époque pour rentrer chez Europe 1. Exact. Ouais. Effectivement, on s'est retrouvés dans une station aux Arcs d'ailleurs, une station que je n'ai plus quittée depuis, qui m'a porté chance. On s'est retrouvés donc dans des chambres concomitantes. Moi, je me souviens, donc c'était un voyage de presse, donc il y avait évidemment Gérard Rolls, Amanda Lear, PPDA, des comédiens et tout ça. Et je rentre dans ma chambre et là, sur mon lit, je vois un peignoir, une montre, du gel pour les cheveux, une paire de moufles. Des cadeaux pour les personnalités présentes. Alors j'appelle le responsable, je dis dites-moi, j'ai dû me tromper de chambre parce que là, il y a des trucs, là, c'est pas à moi. Et le mec me dit, mais c'est cadeau. Maintenant c'est cadeau. Ah, c'est ça le show business. Ça vous a plu? Vous êtes dit, je vais bosser là-dedans. Je veux bien rester. Comment vous aviez fait pour taper l'incruste dans ce voyage de presse? J'étais à l'époque photographe parce que je voulais rentrer. Mon rêve, c'était de rentrer comme photographe chez Motojournal. Et donc j'avais été dans une boîte de nuit un soir à l'issue d'une compétition. Il y avait un mec qui m'avait dit, ouais, tu as une tête sympa, toi, si tu veux, je peux t'emmener faire du raft, ça te dirait. Et voilà comment je me suis retrouvé. C'est parti. Alors voilà, si vous faites plein de petits boulots en ce moment, que vous galérez, dites-vous qu'on ne sait jamais, vous avez peut-être l'espoir d'avoir une carrière à la Yvan Le Bolloc qui aujourd'hui, après tous ces petits boulots et une carrière dans Caméra Café et autres scènes de musique, etc., est à l'affiche de la pièce À le Grand Homme au Théâtre de l'Atelier à Paris. Un grand homme, non, pas vraiment, mais plusieurs hommes à la fois. C'est ce qu'on va retrouver dans un instant avec Thierry Garcia, notre imitateur préféré, c'est Allô les stars.
tard. France Bleu.